Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que c'est le retour de notre émission qui porte toujours pas précisément de nom mais c'est le retour des enregistrements avec Stan. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, quasiment 2 mois juste avant la Coupe du Monde. Donc on va parler d'Arsenal aujourd'hui, ça va être un sujet très cool, beaucoup de choses à en dire. Mais déjà Stan, mec, comment ça va? La forme depuis aussi longtemps? Yeah, tranquille, franchement, ça fait plaisir déjà de te retrouver après ce Ouais. mondial-là où je sais que tu as vécu beaucoup d'émotions. Et Ah d'abord, ouais. avant de commencer, j'aimerais d'abord faire un mea culpa parce que on Ah a fait une vidéo ici où j'ai ricané, franchement, quand oui, tu m'as oui. dit que tu voyais que les Français pouvaient arriver dans le dernier carré, voire même en finale. J'y croyais pas et pourtant vous l'avez fait. Donc voilà, malgré la défaite, malgré la victoire de Messi, je tenais quand même à te féliciter. Tu as fait une très belle Coupe du Monde, beaucoup de contenu aussi. Donc ça fait plaisir de te retrouver. 2023, nouvelle année, nouvelle perspective. On repart de plus belle et voilà quoi. Ouais, carrément. Bah écoute, merci, ça fait plaisir. Je sais qu'on a été tous les deux très pris par ce super mondial. Bon, j'aurais préféré un autre dénouement pour la finale, mais on avait plutôt bien senti deux, trois trucs, même quand on faisait à la base notre petit classement des favoris et tout. Mhm. L'Argentine revenait assez régulièrement. En tout cas, ouais, c'était grave cool et je suis quasiment déjà un peu nostalgique de cette période. Mais la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler un petit peu de Première Ligue et notamment d'Arsenal. Pour moi, j'en ai fait une vidéo un petit peu en début d'année 2023 quand je replace les 10 trucs à suivre cette saison. Je crois que je l'ai mis à la deuxième position. En gros, Arsenal, la bataille pour le titre, la lutte pour le titre. On a pour moi une des équipes, peut-être l'équipe la plus intéressante de cette saison pour l'instant, et la perspective d'aller accrocher un titre de Première Ligue pour la première fois depuis 2004, si on rappelle grosso modo le contexte. Arsenal est premier, 44 points, ça veut dire qu'ils ont 5 longueurs d'avance sur Man City, 9 sur United et 9 aussi sur Newcastle, mais Newcastle qui a un match en plus. Donc en gros, on se dirige vers un face-à-face entre Arsenal et City. Avec leur victoire contre Oxford en FA Cup, là, Arsenal, il y a quelques jours, c'est leur 20e victoire sur 25 matchs disputés cette saison. Ils n'ont jamais atteint les 20 victoires de manière aussi rapide dans leur histoire. Donc vraiment, on a quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis, il y a bien sûr, pour entretenir un peu cet élan, le North London Derby, ce week-end, là, dimanche à 17h30, heure française en tout cas. Donc, ouais, beaucoup de grosses choses. Et la question un peu aujourd'hui qui traîne, c'est est-ce qu'Arsenal peut le faire? Est-ce qu'Arsenal peut être champion d'Angleterre? Peut-être qu'on se mouillera un petit peu à la fin, mais c'est un peu un prétexte pour revenir et tout déballer. En plus, avec un supporter des Gunners, c'est mon privilège aujourd'hui d'être très bien accompagné. Bon, Stan, c'est quoi, toi, ton idée, grosso modo, sur Arsenal? Comment est-ce que tu sens la suite? Est-ce que tu peux nous lancer, nous introduire? Non, franchement, moi je reste optimiste, tu vois. Comme j'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois durant ces derniers temps, au début de saison, j'étais calme, j'étais posé parce que voilà, tu vois, il y a un proverbe wolof qui dit que quand tu rampes pour aller chercher quelque chose, tu vois, quand tu rampes doucement pour aller chercher quelque chose, il ne faut pas tousser. Donc moi, je ne voulais pas tousser en début de saison. Je n'avais pas le temps de tousser. On n'était pas là pour tousser, pour avertir tout le monde, pour que tout le monde dise mais qu'est-ce qu'ils veulent eux en fait. Donc on est resté calme, on est resté posé. Et c'est dans la lignée de ce qu'on a eu à faire la saison passée aussi, tu vois. Pour moi, Arsenal, la saison passée, c'est un groupe qui a surperformé. Parce qu'on a cru à la qualification à la Ligue des Champions jusqu'à la fin. Cependant, tu savais qu'il nous manquait pas mal de choses. Il y avait des changements et tout. En plus, on venait de perdre Aubameyang dans un mercato d'hiver. Donc il y avait tellement de choses qui se sont passées la saison passée que pour moi, la fin faisait du sens. Mais le renouveau, le départ qu'on a eu cette saison aussi, il fait du sens. Et sincèrement, pour moi, comme je dis, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il faut y croire. Enfin, à un moment donné, pourquoi tu vas avoir peur? Franchement, on en a marre en fait. Sincèrement, on en a marre d'être quatrième, marre de jamais être respecté, marre d'être là, être trollé et tout. C'est le moment de commencer à performer. Cette équipe-là le fait bien. Tout à l'heure, tu as parlé de Oxford en FA Cup. Pour moi, le destin fait bien les choses. On va jouer City 2 fois. On va les jouer en FA Cup avant de les jouer en championnat. Et pour moi, les jouer en FA Cup c'est notre compétition. Ça, il ne faut pas que les gens les oublient quand même. C'est nous les recordman, je dis bien, des FA Cup. Tonton Wenger, il a enchaîné les FA Cup ici pendant des années et des années. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une compétition qui est très importante pour Arsenal, tu vois, en tant que club. Et jouer Manchester City, ce sera un bon petit entraînement, mais très chaud. Dans un match que voilà, tu peux gagner, tu peux perdre, mais à la fin de la journée, ce n'est pas la fin du monde, sincèrement. Mais le championnat, le match qui arrive en février, là, si je ne me trompe pas, le 12, en plus la même semaine de Ligue des Champions et tout, c'est un match qui va être très chaud et pour moi, on peut y croire. Franchement, on peut y croire.
Ouais, absolument. Ben, vous allez jouer City même 3 fois parce que du coup, il y a ce match en retard de la 12e journée ou du match de la phase aller, quoi, que vous jouez effectivement. Je crois que c'est le 15 février, c'est juste le lendemain de PSG Bayern. C'est sur la plage horaire Ligue des Champions. Ils ont mis ça du coup le mercredi. Et donc ouais, il y a même un calendrier très très costaud là qui arrive pour Arsenal parce que North London Derby ce week-end Tottenham, mais ensuite après ça Manchester United et après ça Man City en Cup. Et ensuite, ouais, comme tu dis, le 15 février, il y aura City à nouveau, cette fois en Première Ligue. Et à la toute fin, je crois que c'est 33e journée, un déplacement à Man City. Donc c'est ça aussi qui me rendait cette fin de saison d'Arsenal, cette seconde partie de saison, même si pour l'instant on n'a disputé que 17 journées, hein, c'est comme on le sait une saison assez particulière. C'est ça qui la rend aussi excitante, c'est que ce mano à mano, ce coude à coude, on va en avoir 2 versions en Première Ligue, encore une en FA Cup. Bon, ça va être très très cool. Et du coup, ok, au début, en rampant, il fallait pas tousser. Maintenant, tu te mets à tousser un petit peu plus. Disons que t'assumes le fait qu'Arsenal va aller chercher ou doit se battre pour le titre. Est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiètent quand même, des points que tu mets en lumière qui sont un peu, attention à ça, attention à ça. Comment est-ce que tu vois les choses? Bah ouais, parce qu'à un moment donné, quand tu commences à tousser, tu as des symptômes. Quand tu as des symptômes, tu fais quoi, mon gars? Tu vas te faire dépister. Nous, on s'est fait dépister par toute la Première Ligue. Ils nous ont tous dépistés, je dis bien. Ils savent qu'il y a un virus et le virus-là, il s'appelle Mikel Arteta. Et en ce moment, il est en train de bien fonctionner. Donc, du coup, nous aussi, il faut qu'on essaie, je pense, à un moment donné, d'essayer de se renforcer. Il faut qu'on se renforce et c'est important. Durant cette deuxième partie de saison-là, ce sera très, très important de se renforcer. La dernière fois, on l'a vu face à Oxford. Il y en a beaucoup, ils ne regardent pas les matchs de Cup. Je ne les blâme pas, il n'y a aucun problème. Moi-même, je ne les débriefe pas, mais je les regarde bien. J'ai vu les United, j'ai vu les Liverpool, j'ai tout vu. Mais je regarde Arsenal et je me dis, moi j'ai un problème. Bilou, j'ai pas de banc. Bilou, j'ai pas de banc. Et pour tenir durant cette deuxième partie de saison, il te faut un banc. Tu regardes le match face à Oxford, je suis désolé, franchement. On ne peut pas jouer des universitaires. Non, franchement, on ne peut pas jouer des universitaires et ils nous tiennent pendant 0-0 pendant 45 minutes. Parce que Sambi Lokonga est incapable, je dis bien, de tenir le rôle de Thomas Partey. Ce n'est pas le même type de joueur, il n'y a pas de problème. Mais pour un boy qui, dans le Amazon documentary de Arsenal, la All or Nothing, il disait de sa propre bouche sur la table avec Eddie Nketiah dans une scène, il dit « Je veux du temps de jeu ». Il dit, j'en ai marre, ça me fait chier d'être sur le banc. Alors, boy, on te donne du temps de jeu, on s'attend à ce que tu performes. Le boy, aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé, il est under the level. À côté, tu regardes cette équipe d'Arsenal-là et tu te dis, offensivement parlant, c'est bien. Eddie Nketiah, en ce moment, il est en train de se gérer et tout. Mais on a besoin de beaucoup plus de profondeur parce qu'on a perdu Emile Smith-Rowe. Parce que Emile Smith-Rowe, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir au top. C'est un boy qui, quand même, il y en a peut-être qui ont oublié, mais l'année passée, il te marque des buts importants, derby, tout ça. C'est un bandit, Smith-Rowe. Il est très, très bon. C'est un des deux qui est dans la chanson des supporters d'Arsenal, Saka et Emile Smith-Rowe. Ouais. Donc, c'est un gars, on ne lui a pas donné le numéro 10 pour rien du tout. Sincèrement, c'est un très bon joueur de football. Mais il a eu une blessure, mais je sens qu'il va revenir très, très vite. Mais le temps que ça va prendre, on a besoin de profondeur. Et aujourd'hui, moi, je trouve qu'Arsenal n'a pas de profondeur, et surtout au milieu de terrain. Il y a 2 joueurs qui sont très importants. Pour moi, c'est les 2 joueurs les plus importants de cette équipe-là. C'est Partey et Granit Xhaka. En fait, ces deux-là, dès qu'ils sortent de mon 11, moi je panique. Et c'est bizarre, parce que Xhaka, il n'y a pas longtemps, c'était un tocard. Et Thomas Partey, ça fait 4 ans, il est là. On a payé sa clause libératoire, 50 millions à l'Atlético, la dernière journée du mercato. Je ne vais jamais oublier pour qu'il commence à performer avant-hier. Donc aujourd'hui, je me dis, ces deux-là, dès qu'ils sortent, je panique. Mais Bilou, je n'ai pas de remplaçant. À côté, Manchester City, tous mes concurrents, attention, United, moi je l'ai dit la dernière fois, il y en a qui se moquaient de moi. J'ai dit, vous rigolez, mais moi je ne rigole pas. United, il joue le titre. C'est que Ten Hag ne le dit pas. Voilà un autre qui est en train de ramper et qui ne tousse pas. Ouais, écoute, 9 points de retard, on ne sait jamais. Ils ont encore. Ils ont battu Arsenal, c'est la seule défaite d'Arsenal en Première Ligue cette saison au match aller. Et là, ils les rejouent dans une semaine, donc on verra. Mais en tout cas, totalement d'accord avec toi sur le milieu de terrain. Je regardais un petit peu. Thomas Partey, pour l'instant, il a joué 79% des minutes d'Arsenal en Première Ligue. Martin Odegaard, 88%. Xhaka, 94%. Ce trio, s'il en manque un des trois, et s'il en manque 2 des 3, c'est fini, est tellement important. Et derrière, comme tu as dit, Sambi Lokonga, pour l'instant, c'est pas ça. Mohamed Elneny, qu'on a vu un petit peu contre Oxford, bon, il a marqué son but, mais bien sûr, ça reste 1-2 crans en dessous sur la qualité. Et même Fabio Vieira, il a été plutôt pas mal contre Oxford, donne 2 passes décisives, une sur coup de pied arrêté. Mais bon, c'est pas encore le niveau de Martin Odegaard, qui d'ailleurs, je crois, va être élu là joueur du mois. J'ai vu l'info passer il y a quelques heures.
Ouais, et qui lui fait une saison de malade mental. Ouais. Donc c'est vrai que sur ce milieu de terrain, l'idée elle est assez claire, c'est que ça repose sur le fait que personne se blesse. Si Arsenal veut durer dans la course au titre, il faut que personne se blesse. Est-ce que du coup par rapport à ça, ce qui est quand même une situation très périlleuse, comment est-ce que tu vois les choses si demain par exemple on avait Xhaka ou Partey qui étaient out, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faut anticiper là, dès maintenant, sur le mercato hivernal, faire une recrue? Ou peut-être est-ce que tu verrais un autre remplacement qui pourrait entrer? Donc, je sais pas, par exemple, un remplacement de Zinchenko et ensuite tu mets Tierney à gauche ou Tomiyasu à gauche et tu fais Zinchenko jouer milieu central. Et ce serait quoi pour toi la solution? Est-ce qu'il faut l'anticiper ou si jamais ça se produisait, si par exemple Xhaka ou Partey se blesse? Bah, déjà là, tu as un problème simple, c'est que je vais commencer par la fin. Comme tu dis, Zinchenko est un joueur très très pertinent, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il est meilleur quand il est dans cette position de latéral parce que ça lui permet dans la construction de jeu d'occuper l'espace de Xhaka, de permettre à Xhaka de pousser. Et vu que Xhaka il a un gros volume de jeu, lui box to box, franchement c'est pas un souci. Donc du coup tu as un Zinchenko qui est plus un peu à la création, comme je dis, le double pivot. Beaucoup pensent que c'est Xhaka Partey, mais en réalité quand Zinchenko est là, c'est Zinchenko Partey. Donc tu te dis, moi je pense que j'ai envie de le garder parce qu'Eran Tierney m'apporte autre chose, mais un latéral conventionnel. C'est que Tierney, franchement, je l'aime bien, quoi. C'est un guerrier, mais c'est un latéral vraiment conventionnel, quoi. Lui, c'est débordement, centre, tacle, c'est vraiment lui, tu sens qu'il a fait l'école de football. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais je m'attends à un peu plus, tu vois. Donc, partant de ce postulat-là, effectivement, si je perds Partey ou Xhaka, j'ai un gros problème. Parce que Willou, les fans d'Arsenal, ils le savent, on a un petit boy là, qui est à Blackpool, qui s'appelle Charlie Patino. C'est un boy qui est au milieu de terrain qui est très pertinent, franchement. En ce moment, il est en train en prêt de faire une superbe saison. Voilà un petit sur lequel Mikel Arteta croit énormément. Patino va revenir de près, mais la saison prochaine. Donc du coup, c'est un petit qui, je pense, va intégrer cet effectif-là parce que c'est dans la lignée des pensées de Mikel Arteta, chaque année de venir et de mettre un nouveau petit boy, tout ça, etc. Tu as le petit Balogun qui est à Reims, qui est en attaque, qui est aussi pertinent, qui va peut-être revenir. Mais au milieu de terrain, tu manques d'options. Donc qu'est-ce que tu fais? Pour moi, tu dois recruter. La dernière fois, on parlait de Douglas Luiz, qui est à Aston Villa, mais il a renouvelé son contrat. C'est dommage, parce que je pense que même jusqu'à la dernière journée de mercato, même, on aurait pu faire ce coup-là. Ils étaient assez intéressés. Je pense qu'il y a une filière brésilienne là-bas avec Edu et tout. Donc on se disait, voilà un joueur qui pouvait apporter quelque chose au milieu de terrain, mais il a renouvelé son contrat. Aujourd'hui, moi, je pense que réellement, et c'est ça que j'ai eu à dire en début de saison, je me rappelle, je pense que j'ai dit dans un space, j'ai eu l'occasion de dire dans une vidéo aussi, je l'avais dit, le point faible d'Arsenal, c'est bien ce milieu de terrain-là. Dès que tu perds un de ces deux-là, tu as un sérieux problème parce que c'est deux joueurs qui sont très complémentaires. Maintenant, le problème, c'est de savoir... Tu veux dépenser, mais est-ce que tu es prêt à dépenser beaucoup là, maintenant, en janvier? Tu vas déjà dépenser beaucoup sur le boy ukrainien là. Il nous fatigue, le président du Shakhtar. Lui, je n'ai pas encore parlé avec lui, mais lui... Non, franchement, le président du Shakhtar, franchement, il n'est pas loin d'être un tocard. Il nous fatigue, lui. Mais il veut combien? Il veut combien, en fait? Il veut 80 millions, 60, je ne sais pas combien il veut, en fait. Là, ils ont demandé, je pense qu'on va settle down à 50 plus 20 millions de bonus. J'étais choqué. Je suis choqué. Okay. Donc, j'espère que ça ne va pas finir comme Michael Pepe. Comme Nicolas Pepe, en fait, tu vois. Donc, 80 millions et après, le boy n'est pas truc. Donc, j'ai espoir, franchement. Mais si tu dépenses autant d'argent sur le Mudryk, est-ce que tu peux te permettre de claquer 40, 50 millions après sur un milieu de terrain, en sachant que Tielemans, je pense qu'il est en fin de contrat en juin. C'est-à-dire qu'il y a trop de pistes au niveau d'Arsenal qui font que je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment au milieu de terrain. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça, sincèrement, parce qu'on voulait Douglas Luiz, il a renouvelé, on veut Tielemans, je sais qu'on est intéressé, on veut dans tous les cas chercher un autre milieu de terrain. On a un jeune qui va revenir de près pour essayer de rentrer dans la rotation. Pour moi, c'est une décision qui est importante. Au-delà de l'attaquant, il va falloir recruter un milieu de terrain, à savoir qui. Le problème, il est simple, on est en janvier et il n'y a pas beaucoup de gens disponibles. Et ok, donc sur le milieu de terrain, c'est sûr que c'est un gros chantier. Moi, il y a un autre truc qui m'inquiète un petit peu quand je regarde aujourd'hui l'effectif d'Arsenal, c'est sur la pointe. C'est vrai que Nketiah connaît une belle résurgence, ça se passe bien sur les derniers matchs et c'est très cool. Mais Gabriel Jesus, a priori, il a encore un bon mois et demi, peut-être 2 mois forfait. Et après, à quel niveau est-ce qu'il reviendra tout de suite, immédiatement? Si demain... ce que je souhaite pas, mais si demain Nketiah se pète à l'entraînement, tu n'as plus de numéro 9 dans ton effectif. Donc est-ce que là aussi il faut faire quelque chose? Tu parlais de Balogun, comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ça? Là, c'est déjà mort parce que Balogun, je pense qu'il va rester à Reims, il va continuer sa progression, tant mieux pour lui, on verra la saison prochaine. Au niveau de l'attaque, je pense en fait, le problème c'est qu'on va mettre tous les œufs dans le même panier. Hein.
Tous nos espoirs sont sur le boy ukrainien. Franchement, Modric, il n'y a que toi qu'on attend en fait. Il n'y a que lui qu'on attend. Déjà lui-même, il n'attend que nous. Je veux dire, jamais vu un enfant mettre autant de stories d'Arsenal dans sa vie en fait. Je veux dire, alors qu'il est en contrat sous un autre club, j'ai jamais compris, je ne comprends pas. Mais tu sens qu'il a envie de venir. Cette connexion-là sur le côté gauche avec Zinchenko peut être très très utile. Je ne sais pas, après tu as un repositionnement que tu peux faire. Mais tu sais, Willou, ce qui est bien avec cette équipe d'Arsenal-là, c'est que pour comprendre là où on va, il faut comprendre aussi d'où on vient. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a trouvé un équilibre en tant que tel quand on regarde dans ce que Arteta fait, qui a un équilibre presque de toutes ces années-là où Wenger a essayé de construire une équipe qui devait gagner le titre. C'est ça la vérité en fait. Aujourd'hui, dans un Granit Xhaka, dans ce que réussit à faire un Granit Xhaka, je vois d'anciens milieux de terrain d'Arsenal. Dans ce que réussit à faire un Martin Odegaard aujourd'hui, je vois, je dis bien, le travail d'un Santi Cazorla, le travail d'un Thomas Rosicky, le travail de tous ces gars-là en fait qui étaient fantasques et tout. Dans un Martinelli, je vois du Arshavin, je vois du... Tu vois, il y a de la vitesse, il y a de la percussion, c'est tranchant et tout. Donc pour moi, le collectif d'Arsenal peut faire la différence, même si tu perds un Eddie Nketiah, pour répondre à ta question. Parce que la vérité, elle est là en fait. Tu as des boys qui sont très versatiles. Bukayo Saka, il sait tout faire. Franchement, il sait tout faire. Sincèrement, c'est le boy pour moi le plus complet offensivement dans cette équipe-là. Martinelli sur le côté, pour ce qu'il fait en ce moment, sincèrement, il le fait bien. Sa finition est au top. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il frappe beaucoup plus. Il tente en fait. Il n'a pas peur. Il tente constamment. Et en plus de cela, à la création, tu as vraiment ce trio-là. Moi, je te dis, et je te le répète encore une fois, mon problème, c'est effectivement d'éviter les blessures en espérant que Jesus revienne le plus rapidement possible. Ouais. Pour moi, Eddie Nketiah, en ce moment, il est en train de faire le travail, mais je ne m'inquiète pas plus que cela parce que je vais avoir un renfort offensif, mais ça revient encore à qui va jouer au milieu de terrain. Peut-être Benjamin Blanc. Je ne sais pas, Ben White, parce que Ben White, pour moi, il a cette capacité-là. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas encore tenté Ben White à la place de Partey dans un match genre... Ouais. Tu vois, je sens qu'il a ce truc-là, Ben White, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas tenté. Tu remets Tomiyasu, tu gardes... Tu vois, en plus, on a beaucoup de joueurs très versatiles aussi. Donc, pour moi, le collectif fera la différence sur la deuxième partie de saison. Mais il va falloir vraiment éviter les blessures de deux joueurs, Partey et Xhaka. Ouais, ben, c'est un peu la même manière dont j'aurais répondu à la question de comment est-ce que tu fais si Nketiah se pète ou comment est-ce que tu anticipes la question du buteur. C'est qu'à Arsenal... En fait, je dirais deux choses. C'est la première, à Arsenal, la charge est très bien répartie. Ça, c'est quand même un gros plus de cette équipe quand tu regardes les buteurs pour l'instant cette saison. Le meilleur buteur d'Arsenal en Première Ligue cette saison, il a que 7 buts. C'est pas tant que ça quand tu regardes les performances d'un cyborg de l'autre côté en face. Mais c'est Martin Odegaard qui en a 7. Martinelli aussi en a 7. Saka en a 6. Gabriel Jesus en a 5. Xhaka et Partey, à eux deux, ils en ont 5 aussi. Donc la charge est très bien répartie. Aussi, quand tu regardes les passes décisives, en gros, il y a 3 joueurs pour moi, Martin Odegaard, Bukayo Saka et Gabriel Jesus, qui devraient finir la saison avec un double-double. Plus de 10 buts et plus de 10 passes D. Donc ça te montre à quel point la performance offensive est bien répartie, bien organisée. Je dirais aussi l'autre truc, c'est que par rapport à ce mercato hivernal où il peut y avoir peut-être la question de essayer d'anticiper des potentielles blessures et tout faire pour se prémunir d'une mauvaise nouvelle, être champion à la fin de cette saison, c'est, je pense, il ne faut pas oublier que Arsenal, c'est un processus. Finalement, là, on a cette saison qui presque arrive un peu trop vite, un peu plus vite que prévu, la perspective d'être là champion tout de suite, mais il ne faut pas oublier que Arsenal, c'est avant tout une construction. Aujourd'hui, Arsenal est premier de Première Ligue, mais il y a un autre classement duquel ils sont premiers, c'est le classement de la jeunesse. Arsenal, c'est l'effectif le plus jeune de Première Ligue, 24,9 ans de moyen âge. Deuxième, c'est Southampton, qui est dernier, donc peut-être que ça ne dit pas grand-chose, ou ça dit justement à quel point Arteta manage ses baby gunners super bien. Mais les autres équipes qui sont dans la zone top 4, top 6 d'Arsenal, Manchester United est 11e, City est 13e, Newcastle est 15e, Chelsea 16e, Liverpool 17e, Tottenham 18e. Arsenal, il y a quelque chose de très différent, c'est que tu construis pour le futur. Donc l'idée de par exemple faire une recrue sur le poste de buteur qui très bien te prémunirait en cas de blessure d'Eddie Nketiah, mais une fois que Jesus revient et une fois que Nketiah revient, tu brimes un peu et tu barres un peu les futures minutes d'Eddie Nketiah, pourtant en lequel tu crois sur la suite, ça ce serait pas une super chose. On peut penser pareil au milieu de terrain. En fait, grosso modo, quand je regarde les armes qu'a Arsenal aujourd'hui pour
pas seulement être compétitif sur la saison qui vient, mais être compétitif sur les 10 prochaines années. C'est ça le but d'Arsenal, c'est d'être le prochain Manchester City ou dans cette catégorie. Et quand je regarde les armes qu'ils ont aujourd'hui, Saliba 21 ans, Odegaard 24, Saka 21, Martinelli 21, s'ils prennent Mudryk 22, Smith Rowe qui revient là, qui en plus se fait une opération pour un problème qui durait depuis quelques années, on va espérer qu'il revient sur de longues années à son meilleur niveau, Smith Rowe 22, Fabio Vieira qu'on n'a pas beaucoup vu encore, mais qui a été acheté 35 millions l'été dernier, donc visiblement Arsenal et Arteta croient en lui. Il a que 22 ans. Marquinhos qui a été pris, 19, on verra ce que ça donne. Nketiah, 23. Même Jesus et Zinchenko, à la fin de cette saison, ils auront que 26 ans. Donc ils peuvent être là pendant encore un bon cycle. Ça, faut pas l'oublier. On se pose cette question de est-ce que Arsenal peut être champion cette année en 2022-2023, saisir cette opportunité. Mais je pense que la réflexion à Arsenal, en ce moment, du côté de l'état-major, et d'où Arteta, etc., c'est bâtissons notre cathédrale pierre par pierre. C'est pas c'est maintenant ou jamais. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier dans les manœuvres que tu fais sur le mercato hivernal, la projection que tu fais par rapport à la suite. Il ne faut pas barrer tes jeunes parce que tu as peur d'une ou deux blessures sur la suite de la saison. Et c'est ça qui fait aussi que moi je trouve que la direction, elle prend des bonnes décisions en fait, et ça se voit parce que franchement, j'ai eu l'occasion de les critiquer durant ces dernières années. Si tu regardes de où on vient en fait, moi je regarde, je me dis, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait charnière centrale quand même, Mustafi Koscielny. C'était difficile, ouais. Franchement c'était difficile, c'était vraiment difficile. Des Nacho Monreal, des gars que moi j'aimais bien, ils étaient gentils, ils étaient très sympas et tout, mais après ça te fait pas gagner des titres quoi, tu vois. C'était assez dur en fait, dans cette équipe-là, et aujourd'hui ça a changé, le recrutement il est pertinent, et comme tu dis on a un effectif très jeune et des boys qui sont tous internationaux. En fait c'est ça aussi. C'est tous des internationaux. C'est que Ben White, il n'a pas eu trop de chance, je pense, en Angleterre avec Southgate qui croit trop, en fait. Bon, Maguire, c'est son gars, tout ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de changements qui vont être faits là-bas. Donc, même les Tomori, tout ça, on ne les a pas appelés. Donc, c'est pour ça peut-être que pour lui, c'est un peu plus compliqué. Mais Saliba, je pense qu'il va s'inscrire dans la lignée dans l'équipe de France. Comment il s'appelle Gabriel, j'ai espoir qu'un jour, il va réussir à rentrer dans cette équipe-là parce qu'il y en a peut-être qui vont partir dans les prochaines années. Les Marquinhos, Thiago Silva, tout ça, je ne sais pas encore. Mais bon, tu regardes ça, tu te dis, tu as un effectif qui est très intéressant. Ton attaque, elle est jeune, les points sont pertinents. Donc oui, ça se joue sur le long terme. Et c'est pour cela que je disais que pour nous, il faut juste assumer le statut. Et je pense qu'à Arsenal, tout le monde assume le statut et tu apprécies même ce statut-là parce que tu n'es pas surpris. Aujourd'hui, ça aurait été extraordinaire, ça aurait été différent. Peut-être que ça a été différent au niveau de Leicester quand ils étaient à la même période, au même moment, en train de mener le championnat en se disant mais qu'est-ce qui se passe en fait? Mais nous, il n'y a pas de qu'est-ce qui se passe. Nous, on est là où on devait être depuis très longtemps. C'est juste qu'on a beaucoup galéré, ça a été difficile, on n'avait pas l'effectif qu'il fallait, on n'avait pas les joueurs motivés qu'il fallait. Mais un effectif jeune, qui connaît l'histoire d'Arsenal, franchement, qui connaît que cette équipe-là, franchement, elle a eu l'occasion de dominer pendant plusieurs années, il n'y a même pas moins de 20 ans. Je pense qu'il y a quelque chose qui se transcende en eux et ça se voit sur le terrain. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir. Sincèrement, j'ai beaucoup d'espoir en cette deuxième partie de saison. Je reste tranquille, je reste posé et je l'ai dit, le but, c'est soit d'être champion, soit d'être the best of the rest. C'est tout. Moi, je n'accepterai pas d'être troisième. Ça, il faut que ce soit clair. Alors là, ça, arrivé à ce point-ci en janvier, ça, je pense qu'Arteta lui-même, quand il s'assoit dans son bureau lui-même, il le sait, on n'acceptera pas d'être troisième. Parce que troisième, ça voudra dire que tu as perdu en fait beaucoup trop de matchs à un moment donné. Tu as eu un down et tu n'as pas le droit d'avoir un down quand tu es un concurrent au titre face à un Manchester City qui a joué le meilleur Liverpool de l'histoire des Liverpool. Et le Liverpool-là n'a gagné qu'un seul titre face à ce City-là. Liverpool a tout fait. Ils auraient pu en avoir 2. Ils en ont eu 1. Ils auraient même peut-être pu en avoir 3. Pour dire à quel point City, ils étaient forts. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, pour moi, c'est possible. Objectif, première ou deuxième place. Et les prochains matchs risquent d'être importants. Il faut taper Tottenham, il faut taper United et il faut taper City. Écoute, c'est ce qu'on te souhaite et je suis un peu envieux de ton supporterisme. Ça doit être assez cool d'être supporter d'Arsenal en ce moment parce qu'il y a cette saison dingue et puis tout le reste, la projection. Vous bâtissez une belle équipe et votre coach aussi, on a parlé de la jeunesse de ces Baby Gunners. Mais Arteta, c'est 40 ans et il pourrait presque être joueur dans certains clubs. Ça aussi, c'est assez dingue. Bah écoute, je pense qu'on a fait grosso modo le tour. Est-ce que tu as un dernier truc à ajouter ou c'est bon pour toi ? Non, juste dire à tous les supporters à travers le monde de ne jamais perdre espoir envers leur équipe, quoi. Tu vois, nous, on a galéré. La dernière fois, j'ai regardé des vidéos, j'avais même oublié qu'à Arsenal, on avait eu un neuf qui s'appelait Eduardo. Je sais pas si tu te rappelles. 2010, oui, 2009. Oui. Mais un tocard.
On a souffert. Franchement, on a souffert. Donc, ça fait plaisir de voir l'équipe bien jouer. Donc, voilà, il faut juste garder la foi. Et si l'administration d'habitude se gère bien, il se peut que la roue tourne ou la roue tourne et que les choses se passent bien. Écoute, c'est de belles paroles pour conclure. Et en souhaitant un superbe North London Derby qui va être assez dingue dimanche. Trop hâte de ça. Et bon, bah c'était cool pour un petit épisode de reprise. Maintenant, on va en tourner un second sur ta chaîne. On a fait là le focus un peu sur Arsenal. Maintenant, on va faire le récap un peu de où en est la Première Ligue, de ton côté sur ta chaîne, parler du Big Six, des surprises, Newcastle, etc. Donc les amis, si vous regardez cette vidéo, cet épisode, je vous invite à vous rendre désormais sur la chaîne de Stan pour la seconde partie, à vous abonner à la sienne pour ne pas rater tous les épisodes de notre émission qui arrive là, 2023, ça reprend. Et on est reparti pour une cinquantaine d'enregistrements, une centaine d'épisodes sur les deux chaînes. Et donc voilà les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Rendez-vous sur la chaîne de Stan pour la suivante. Et on se dit à très vite. Bisous. Ciao.